Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres à la une de ce journal. Nouveau bilan au Soudan, 100 morts lors de la dispersion sanglante de lundi. La répression a été condamnée par la communauté internationale. Coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. La cérémonie a lieu à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous irons au Kenya, où les militants espèrent mettre un terme à la construction d'une centrale à charbon. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Soudan. Plus de 100 personnes sont mortes dans la répression de la contestation depuis lundi, selon les médecins proches de l'opposition. De nouveaux corps ont été découverts, notamment une quarantaine dans le Nil. L'Arabie Saoudite, qui soutient les militaires au pouvoir, a appelé à une reprise du dialogue. Dans la foulée, le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, a proposé aujourd'hui la reprise des négociations avec les contestataires, alors qu'ils avaient suspendu hier. Olivier Weber. Dans les rues de Khartoum, les forces de sécurité ont tourné leurs armes sur les manifestants qui réclament leur départ du pouvoir. Ces photos et vidéos ont été filmées en cachette par des témoins apeurés. Elles montrent le déploiement important de militaires dans les rues de la capitale. Certains manifestants ont bravé la menace pour protester après les prières de l'Aïd hier, mais beaucoup d'autres sont restés cachés dans leur maison. Quand les militaires ont pris le pouvoir il y a 2 mois, renversant le président Omar el-Béchir, ils assuraient être du côté du peuple. Mais le bilan de l'assaut donné lundi par les forces de sécurité sur des manifestants pacifiques ne cesse de s'alourdir. Le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, avait d'abord rompu les négociations hier avant de se raviser aujourd'hui après un déluge de critiques internationales. Nous ouvrons nos bras aux négociations sans restriction. Sinon, c'est de l'intérêt national pour fonder un pouvoir légitime qui reflète les aspirations de la révolution des Soudanais. Mais alors que de nombreux manifestants sont toujours hospitalisés, l'opposition dit avoir perdu confiance en les militaires. Elle rejette toute négociation sans médiation internationale. L'affaire est désormais entre les mains du peuple soudanais. Ils érigent des barricades. Leurs grèves et leurs manifestations sont un succès. Ce régime tombera, quoi qu'il arrive. Les manifestants se rassemblent désormais dans des quartiers hors du centre de la capitale. Ils sont prêts à un nouveau face-à-face avec les forces de sécurité. Au moins 6 morts et des centaines de disparus en Ouganda dans un glissement de terrain. L'incident s'est produit dans l'est du pays, dans le district de Bududa, après plusieurs jours de fortes pluies. Selon le gouvernement ougandais, près de 100 000 personnes vivant sous les pentes du mont Elgon sont sans abri et doivent être relogées. Ce mercredi 5 juin à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, vétérans et dirigeants mondiaux ont célébré le jour J. La reine Elisabeth II, Emmanuel Macron, Donald Trump et Angela Merkel ont ainsi donné le coup d'envoi du 75e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Des centaines d'anciens combattants ont assisté à la commémoration. C'est ce jour de 1944 que l'autorisation a été donnée de libérer l'Europe, occupée par les nazis. L'invasion qui a impliqué des milliers de bateaux et d'avions alliés a eu lieu le lendemain, le 6 juin. Ce fut l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce reportage de Maxence Peigné. Ils ne sont peut-être plus qu'une centaine, mais la fierté et le respect du monde entier pour leur bravoure est encore intact. All over the world. 16 dirigeants du monde étaient ici pour absorber la nostalgie et rendre hommage au sacrifice. 2500 Américains sont morts en ce jour J, le deuxième jour le plus meurtrier pour les États-Unis,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day, Dieu Tout-Puissant, nos fils, la fierté de notre nation, ce jour a été le point de départ d'une puissante entreprise. Une lutte pour préserver notre République, notre religion, notre civilisation et pour libérer une humanité qui souffre. L'ampleur du jour J était aussi époustouflant que son ambition. There comes the grinding of keels on shingle, and our troops spill ashore across that open stretch menaced by enemy gunfire. 4000 péniches de débarquement, 12 000 avions, 156 000 soldats. Eric Carter a atterri à l'aube. 18 ans, un ennemi inconnu en vue et une foi inébranlable en la mission. À quel point le jour J était-il effrayant ? Eh bien, je ne sais pas. La plupart d'entre nous étaient jeunes. C'était comme un jeu pour nous. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment peur parce que comment peux-tu avoir peur quand tu ne sais pas ce qu'il va se passer ? Ceux qui ont survécu aux horreurs des plages de Normandie ont maintenant plus ou moins 90 ans. Mais aujourd'hui, ce grand laps de temps a été comblé par de vifs souvenirs. It is with humility and pleasure, on behalf of the entire country, indeed the whole free world, that I say to you all, thank you. Des hommages et des réflexions, le tout dans une journée pour rappeler que le jour J dépendait du nombre, de la préparation, de la chance, du subterfuge et surtout du courage. Comme une grande entreprise de libération pour aider à mettre fin à la domination maléfique du nazisme. Le reste de l'actualité en bref et en images. Plus de 267 millions de dollars appartenant à Sani Abacha ont été saisis sur un compte bancaire à Jersey, une île anglo-normande. Selon les autorités, cet argent est le fruit de la corruption organisée au Nigeria sous la présidence de Sani Abacha dans les années 90. En 2019, la Suisse avait restitué 300 millions de dollars au Nigeria, des fonds retrouvés aussi sur des comptes de Sani Abacha. Vladimir Poutine a reçu le président chinois Xi Jinping pour donner une nouvelle impulsion à leur rapprochement de ces dernières années. Les deux puissances affichent leur entente alors qu'elles traversent une période difficile dans leurs relations avec les Américains. Les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin ont augmenté de 25% en 2018 pour atteindre un niveau record de 108 milliards de dollars. Et Rihanna vient de décrocher le titre de chanteuse la plus riche au monde. Selon Forbes, la fortune personnelle de la star pèse plus de 600 millions de dollars grâce à sa marque Fenty Beauty et sa collaboration avec LVMH. À 31 ans, elle devance donc Madonna, Céline Dion et Beyoncé. Passons maintenant au grand angle de ce BBC Info, car aujourd'hui c'est la journée mondiale pour l'environnement. Beaucoup d'efforts sont nécessaires à travers le monde afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme au Kenya. Des militants sur l'île de Lamu, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, essayent d'arrêter la construction d'une centrale à charbon controversée. L'installation augmenterait les émissions de gaz à effet de serre du pays de 700%. Pierre-Antoine Denis. Depuis des siècles, peu de choses ont changé sur l'île de Lamu. Ces voiliers d'eau sont un reflet de son héritage de commerçants arabes. C'est un endroit calme, isolé et laissé à lui-même depuis l'indépendance du Kenya il y a une dizaine d'années. Mais le mode de vie, notamment celui des pêcheurs, est menacé depuis le jour où les mangroves ont commencé à être arrachés et où les bateaux chinois sont arrivés. Les pêcheurs disent que des zones de ponte et des récifs coralliens ont été détruits, puisqu'un canal a été creusé, ainsi qu'une bande de sable pour la construction. Ici, dans ce coin reculé du Kenya, se trouve la première étape d'un projet de 25 milliards et demi de dollars. Un super port, un terminal pétrolier, des liaisons routières et ferroviaires, un aéroport, une ville de villégiature et une centrale électrique au charbon. Et voici l'endroit alloué à cette centrale électrique. Les gens du coin l'appellent la boîte. Beaucoup ont été expulsés, mais certains s'accrochent en attendant une compensation. On nous a dit qu'on nous paierait et qu'on allait nous transférer sur un autre terrain, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été payés.
Pour l'instant, en attendant, ils cultivent du maïs pour la nourriture et afin de payer l'éducation de leurs enfants. This is Lamu, a World Heritage Site. Mais à Lamu Town, on s'inquiète de l'impact de cette centrale sur l'air, l'océan et la culture. Nous nous demandons pourquoi ils veulent mettre en œuvre ce projet, parce que nous avons signé un accord à Paris. Notre président l'a signé. Mais ici, ils veulent mettre en œuvre ce projet désastreux et nous sommes vraiment inquiets. Le gouvernement kényan n'a pas voulu commenter une affaire qui est toujours contestée devant les tribunaux, mais si le projet voit le jour, il multipliera par 7 les émissions de carbone du pays, rompant ainsi la promesse de les réduire. Et cela aura encore plus d'impact sur ce lieu historique. Le sport à présent avec Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. On ouvre sur la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Pologne. Et hier, vous parliez du 8e de finale Argentine-Mali. Eh bien, les juniors maliens nous ont réservé une bonne surprise. Oui, et ça s'est terminé très tard. Hein. Ils sont allés au bout du suspense dans le dernier 8e à l'affiche de ce mondial. Et ils ont vaincu l'Argentine finalement au tir au but. 5 tirs au but à 4. 1 partout à l'issue du temps réglementaire. 2 buts partout à l'issue des prolongations, puisque le Mali a arraché cette égalisation à la toute dernière minute des prolongations grâce à Conté. Et finalement, les champions d'Afrique se sont imposés donc à la séance des tirs au but 5-4 et auront ainsi le droit de rencontrer l'Italie en quart de finale. Ce sera vendredi après-midi. Le Mali, donc deuxième sélection africaine qualifiée pour ces quarts, puisque je vous le rappelle, le Sénégal sera confronté à la Corée du Sud. Ce sera le dernier quart samedi soir. Les autres quarts, Équateur-États-Unis et Colombie-Ukraine. Ce soir, première demi-finale de la Ligue des Nations, ça se passe au Portugal. Le Portugal reçoit la Suisse. Je vous rappelle que cette Ligue des Nations, c'est une nouvelle épreuve à l'échelon européen, a commencé l'automne dernier. C'était la phase de poule et les 4 meilleures équipes se sont extraites de leurs groupes respectifs et ça donne donc des demi-finales avec ce soir, je l'ai dit, Portugal-Suisse, 18h45 GMT et demain soir, même heure, Angleterre-Pays-Bas. Alors la Ligue des Nations, c'est une création bien sûr voulue par la FIFA et cet après-midi, ou plutôt on va être plus exact, en matinée à Paris, en marge du 69e congrès de la FIFA, Gianni Infantino a été réélu par acclamation d'ailleurs devant les 211 membres de la Fédération internationale de football. Il a été réélu pour un deuxième mandat de 4 ans. Ça l'amènera jusqu'en 2023. Il en a profité d'ailleurs pour déclarer vouloir atteindre 50 milliards de dollars de revenus pour la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs qui commencera dans 2 ans. Ce sera la première édition. Une épreuve qui rassemblera à peu près 24 clubs et qui sera jouée tous les 4 ans. Paris, eh bien c'est aussi le tennis bien sûr. Enfin, ça aurait dû être le tennis plus exactement, puisqu'aujourd'hui à Roland-Garros, il n'y a pas de match. La pluie s'est invitée et du coup, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, ne jouera pas son quart de finale contre l'Allemand Alexander Zverev. Même scénario pour Simona Halep, la numéro 1 mondiale, qui devront attendre, on l'espère pour eux en tout cas, demain, pour jouer leur quart. Ça sera peut-être difficile parce qu'en cas de victoire, ils devront jouer leur demi le lendemain, vendredi. Et on va terminer avec la balle au panier et la NBA parce que ce soir, à Auckland, ce sera le 3e match de la finale entre Golden State et Toronto. Je vous rappelle que les 2 équipes en sont à 1 victoire partout. Golden State reçoit et pourra donc se détacher peut-être de victoire à 1, Nicolas. Merci Emmanuel Coste. Et pour terminer, j'imagine que vous connaissez tous ce que c'est qu'une toupie. Mais avez-vous déjà vu une toupie humaine ? Eh bien, regardez, ces images sont étonnantes. Alors qu'elle était évacuée en hélicoptère après s'être blessée lors d'une randonnée en Arizona, une femme de 75 ans a vu sa civière tourner de manière spectaculaire sous l'effet du vent, à une vitesse incroyable. La septuagénaire, toujours virevoltante, a fini par être emmenée à l'hôpital. Rassurez-vous, elle va bien. Elle a confié avoir seulement eu le tournis et la nausée. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis sur Rontachi TV. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.